Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Glenn Deason et aujourd'hui je suis rejoint par Ian Proud, un ancien diplomate britannique, également en poste à l'ambassade britannique à Moscou entre 2014 et 2019. Ayant donc une vue rapprochée de la diplomatie britannique, ou souvent de son échec, comme il le soutient, depuis 2014, lorsque la guerre a commencé, et au fil des années menant à l'invasion russe de 2022. Maintenant, je pense que la diplomatie britannique est un sujet assez fascinant, car il a souvent été souligné qu'il ne devrait pas vraiment y avoir tant de différences ou de conflits entre la Russie et la Grande-Bretagne, que souvent leurs intérêts ont été plus ou moins alignés. Ils se retrouvent du même côté dans beaucoup de guerres, mais il semble toujours que cette relation soit remplie de nombreux problèmes. Et ce n'est pas un phénomène nouveau non plus. En 1836, Richard Cobden a écrit ce célèbre pamphlet où il ne rejetait pas les menaces réelles venant de la Russie dont la Grande-Bretagne devrait être consciente. Mais il a souligné que souvent les menaces de la Russie étaient exagérées. Et il faisait référence, encore une fois, il y a 200 ans, à l'illusion et à la déformation, quelque chose qui a miné la Grande-Bretagne dans la poursuite de ses véritables intérêts de sécurité nationale. Sans avoir à parcourir les 200 dernières années d'histoire depuis Cobden, avez-vous des réflexions à ce sujet? Pourquoi cette relation entre les Britanniques et la Russie est-elle si contentieuse? Tu sais, avant que je me rende à Moscou en 2014, la Russie était encore difficile à vendre au Royaume-Uni. C'était même avant que la crise ukrainienne n'éclate. Je me souviens de la période précédant le sommet du partenariat oriental de Vilnius. Tu sais, celui auquel Yanukovych est allé et a fait quelque chose avec l'accord d'association avec l'UNEMEIE. La presse britannique aboyait un peu, tu sais, sur le fait que Yanukovych devait signer. Et s'il ne signait pas, alors Poutine gagnerait d'une manière ou d'une autre. Et c'était à la fin de 2013. Et même si les entreprises britanniques et les intérêts corporatifs développaient vraiment de très bonnes relations en Russie, évidemment, BP Rosneft est le plus emblématique, mais il y en a beaucoup d'autres. En outre, la classe politique et les médias grand public avaient toujours cette sorte de russophobie sous-jacente. Et je n'ai jamais vraiment compris d'où cela venait. Car lorsque j'ai vécu en Russie pendant 4 ans et demi, pendant tout ce temps, l'État russe cherchait constamment des moyens de développer et d'approfondir sa relation avec nous, notamment sur le plan économique. Et nous étions toujours réticents à le faire. Maintenant, clairement, l'histoire a suivi son cours. Beaucoup de choses se sont passées depuis la chute de l'Union soviétique, comme ce qui s'est passé en Tchétchénie. Mais ensuite, chaque fois que nous soulignons des choses de notre côté qui ne nous plaisent pas à propos de la Russie, ils peuvent pointer des choses de notre côté, comme ce qui s'est passé en Irak, par exemple, et ce qui s'est passé en Libye. Alors, on finit par, vous savez, se critiquer mutuellement pour différents actes de politique étrangère. Mais je ne vois aucune sorte de menace substantielle pour les intérêts britanniques, vous savez, de la part de la Russie. Franchement, même pendant tout ce temps passé là-bas, pendant la crise ukrainienne, même lorsque l'incident de l'agent neurotoxique de Salisbury s'est produit, ce qui était pendant que j'étais encore basé à Moscou. Donc, je pense qu'il y a cette sorte de russophobie dure dans l'establishment politique britannique et dans certaines parties des médias britanniques qui n'est pas réellement reflétée du côté commercial, où les gens d'affaires sont plus enclins à vouloir s'engager. Eh bien, je suppose que ce n'est pas unique à la Grande-Bretagne. Je veux dire, on observe des tendances similaires à travers l'Europe et aussi dans ce pays. Encore une fois, l'idée que la loyauté s'exprime presque envers son propre pays en rejoignant ce mouvement de ressentiment ou de haine envers la Russie. Mais je suppose que le point principal derrière Glenn Deason et d'autres
était que cela n'améliore pas nécessairement nos intérêts si nous ne sommes pas capables de faire une paix viable. Mais pour être plus à jour sur les événements actuels, la Grande-Bretagne, bien sûr, a un rôle très unique en Europe. Je suppose qu'elle s'est toujours vue comme ayant un partenariat spécial avec les États-Unis, en raison de l'histoire, mais aussi parce que le Royaume-Uni se voit comme un pont entre les États-Unis et l'Europe. Mais nous sommes à un moment très intéressant en raison des changements dans la politique américaine. Les Américains semblent déterminés à négocier une fin à la guerre avec la Russie. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne semble maintenant être, je ne suis pas sûr si vous les appelleriez les plus intransigeants, peut-être si vous calculez également les capacités ici. Comment évaluez-vous le rôle de Starmer ici, avec, vous savez, des troupes au sol, des avions dans le ciel, tandis que les Américains sont à la table? Je pense que les Britanniques et les Américains vont de pair. Je suis juste curieux de savoir comment. Oui, oui. Non, je pense que Starmer effectue une sorte de pivot stratégique pour se rapprocher des Américains, car en termes de conception des intérêts stratégiques du Royaume-Uni, il souhaite conclure un accord de libre-échange avec les États-Unis après le Brexit. Et il a maintenant réalisé que c'est une priorité plus importante pour le Royaume-Uni que de maintenir cette guerre perdue d'avance à grands frais pour le Trésor britannique, à un moment où nous faisons face à des réductions budgétaires et à des coupes massives dans les prestations sociales. Vous savez, l'argument économique pour maintenir une guerre perdue en Ukraine s'effondre. Et en fait, cela le met en conflit direct avec le président Trump, à un moment où il a besoin du président Trump à la fois pour éviter les tarifs douaniers américains et pour accélérer les progrès vers un accord de libre-échange avec l'Ukraine. Ainsi, les intérêts britanniques évoluent, mais ils le font de manière à essayer de donner l'impression que nous n'avons pas fondamentalement fait un virage à 180 degrés sur la politique ukrainienne. C'est un processus qui progresse progressivement. C'est ce que je vois se passer en ce moment, et je le vois aussi à travers l'Europe, où les gens disent les choses russophobes habituelles, mais les gens se tournent progressivement vers une acceptation que maintenir cette guerre est complètement ridicule et inutile. Les seuls à perdre sont en fait les Ukrainiens et les Européens économiquement, à cause des dommages auto-infligés que nous avons infligés au continent, par nos choix concernant les sanctions, etc. Je pense donc que tout le monde, même Mark Rutte, semble se rallier à cette idée, ce qui en soi est assez remarquable. Mais c'est comme un lent. Nous apprenons à embellir l'échec et à le faire de manière à ce qu'il semble que nous ayons réussi alors que, très manifestement, nous avons échoué. Eh bien, lorsque Starmer est allé à Washington et a rencontré Trump, il a été un peu frappant que Trump se moque de la puissance militaire de la Grande-Bretagne. Il a suggéré, vous savez, allez-vous tenir bon? Allez-vous pouvoir affronter la Russie tout seul? Et, vous savez, tout le monde dans la salle a commencé à rire comme si c'était la chute d'une blague. Mais en même temps, il suggérait, vous savez, nous sommes optimistes quant à la possibilité de conclure un accord commercial avec vous. Pensez-vous que c'était une approche délibérée, vous savez, montrer le bâton, mais aussi offrir la carotte commerciale à la Grande-Bretagne? Parce que la Grande-Bretagne et la France sont vraiment les deux principales puissances militaires sur lesquelles il faut garder un œil en Europe si vous voulez obtenir le soutien des Européens. Peu importe ce que disent les autres Européens. Si vous obtenez le soutien des Britanniques et des Français et les éloignez de l'initiative de guerre pour les amener à conclure un accord de paix, alors vous êtes en quelque sorte prêt. Le voyez-vous de la même manière? Oui.
Je pense que Trump dit des choses que les gens savent, mais ont peur d'admettre. Individuellement, nous dépensons beaucoup d'argent pour la défense, mais nos armées sont beaucoup plus petites que l'armée russe. Le Royaume-Uni a 73 000 soldats dans son armée, et tous ne sont pas déployables à tout moment. Nous aurions du mal à rassembler 10 000 soldats pour une opération de maintien de la paix. Et la Russie a 1,3 million de personnes. Vous savez, dans son armée, l'armée française n'est pas beaucoup plus grande. L'armée allemande est en fait assez grande, mais elle n'atteint toujours pas la taille de l'armée russe. Et je pense que Poutine nous donne juste une douche froide pour dire « Eh bien, en fait, vous savez, vos armées sont fondamentalement assez petites, et ce que vous proposez ne survivra pas au contact avec la réalité. Sans le soutien des États-Unis, vous ne pouvez pas continuer à adopter cette ligne militairement antagoniste envers la Russie sans ce genre de parapluie américain. » Et je pense que c'est la vérité mise à nu. Concentrons-nous sur l'aspect économique et commercial des choses. Et je pense que, comme je l'ai dit, à contre-cœur et avec une certaine douleur, les gens s'orientent maintenant dans cette direction. Je veux dire, il y aura toujours quelques récalcitrants. Vous savez, les Baltes, les Estoniens. Tu sais, les sondages, tu sais, et ainsi de suite. Mais regarde ce qui se passe en Asie centrale, où ils en ont essentiellement assez de cette approche belliciste, ridicule. Et les États d'Europe du Sud veulent simplement revenir à la normale aussi facilement et confortablement que possible. Tu sais, il y a un risque que le Royaume-Uni devienne un tel cas, à part, qu'il se rende lui-même irrélevant à la situation post-Brexit et coupe toute chance de stimuler sa propre croissance économique par le commerce avec les États-Unis. C'est donc le genre de réalisme que Starmer a heureusement pris en compte, semble-t-il, au moins. Comment comprenez-vous les Scandinaves, cependant? Parce que cela a longtemps été une partie neutre du monde. Ils se considéraient comme une région de paix. Encore une fois, la Suède et la Finlande étaient bien sûr des pays neutres. La Norvège était aussi, je suppose, un pays de paix. Mais maintenant, leur position semble être plus proche des États baltes que par exemple de l'Europe du Sud. Avez-vous une explication pour ce changement? Bien sûr. Non, je pense que la guerre a été un véritable choc pour eux. Je veux dire, pendant tout le temps où j'étais en Russie, les Finlandais avaient une relation très équilibrée avec la Russie, évidemment remontant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons que nous comprenons. Ils avaient probablement la relation la plus équilibrée et nuancée avec la Russie de tous les États de l'UME. Même après l'introduction des sanctions, ils travaillaient ensemble sur des projets nucléaires et ce genre de choses. Donc, une relation assez équilibrée. Et je pense que la guerre a été un véritable choc pour leur système. Et cela a ravivé de nombreuses craintes historiques, vous savez, remontant à la période de la Seconde Guerre mondiale. Mais je pense qu'en fin de compte, nous ne pourrons pas revenir à une relation plus normalisée tant que nous n'aurons pas apporté la paix en Ukraine. Et pour l'instant, je ne vois pas les Finlandais comme un grand obstacle à cela. Je vois le plus grand, je veux dire Stubb, franchement, dit des choses assez ridicules de manière régulière. Mais je vois toujours le plus grand obstacle à la paix en Ukraine comme étant les Ukrainiens eux-mêmes, et Zelensky en particulier. Eh bien, vous avez mentionné ce pivot maintenant, parmi la classe politique britannique, un peu plus vers Washington, car il y a eu des rapports selon lesquels il y aurait je suppose peut-être un problème personnel entre Trump et Starmer. Certains ont soutenu que Starmer a ouvertement soutenu Kamala Harris pendant l'élection, ou du moins a tenté de saper Trump. Encore une fois,
En faisant une comparaison, ils ont dit la même chose de Zelensky, qu'il a également essayé d'intervenir dans l'élection en faveur de Trump. Comment évaluez-vous, je suppose, cette accusation ou ces idées? Et si oui, pensez-vous qu'il est possible de surmonter cet obstacle? Eh bien, je pense que Trump est un négociateur, donc il traitera avec quiconque peut lui offrir le meilleur accord pour les États-Unis. Vous savez, avant tout, il n'est pas secret que le Parti travailliste, qui dirige actuellement le gouvernement, a été assez directement critique envers Donald Trump dans le passé, y compris Keir Starmer, qui a dit qu'il était anti-Trump. Je veux dire, le ministre des Affaires étrangères a dit des choses encore plus critiques et offensantes, en fait, sur Donald Trump dans le passé, tout comme de nombreux autres membres éminents du gouvernement britannique actuel. Mais je veux dire, ce qui a changé depuis que le nouvel ambassadeur britannique à Washington a pris ses fonctions, Lord Mandelson, c'est une sorte de grand du Parti travailliste, c'est que je pense qu'il a enfin dit la vérité au pouvoir en disant « Eh bien, vous ne pouvez pas poursuivre vos objectifs économiques. » Et ce gouvernement travailliste semble être motivé par l'économie, essayant de faire du Royaume-Uni l'économie la plus compétitive du G7. Franchement, il a encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre cet objectif. Mais il cherche à s'engager économiquement avec la Chine, à dynamiser les négociations de libre-échange avec les États-Unis et même à réinitialiser ses relations avec l'Europe. Dans l'ensemble, c'est plutôt axé sur l'économie. Mais Mandelson, je pense, dit que, eh bien, on ne peut pas continuer à critiquer Trump et s'attendre à, vous savez, après des années de retard, relancer les discussions sur le libre-échange et éviter les tarifs douaniers. Je veux dire, vous savez, si vous connaissez un peu Trump, vous ne pouvez pas l'insulter d'un côté et demander des faveurs sur le libre-échange de l'autre. Car ce n'est tout simplement pas comme ça que ça va fonctionner. Et je pense que ce conseil a fait mouche. Vous pouvez le voir dans la manière très nuancée dont Starmer a essayé de se positionner comme ce ridicule, à mon avis, terme, pont vers l'Europe. Je veux dire, tout cela fait partie de ce genre de pivot. Sur le plan général du langage, c'est un peu surprenant, car traditionnellement les Britanniques ont été plus, je suppose, respectueux dans la façon dont ils parlent des dirigeants étrangers. Mais c'est pas seulement, bien sûr, la rhétorique envers les opposants. Les dirigeants étrangers sont devenus un peu plus désagréables. Mais encore une fois, ce ne sont pas seulement les Britanniques. C'est juste que les Britanniques avaient l'habitude d'avoir une manière correcte de parler, au moins que d'autres pouvaient imiter. Mais maintenant, même contre des alliés comme les États-Unis, je suppose que c'est quelque peu inhabituel. Mais quel est le pivot stratégique plus large de la Grande-Bretagne en ce moment? Parce que certains suggèrent qu'il cherche à reprendre un rôle plus puissant sur le continent européen, envisageant peut-être de repenser sa sortie de l'UEM. Certains suggèrent qu'il va maintenant tirer pleinement parti de son moment Brexit, la Grande-Bretagne mondiale. D'autres soutiennent qu'il devra s'aligner plus étroitement avec les États-Unis, alors que l'UEM dérive un peu plus vers l'irrélevance, et que l'Amérique, je suppose, s'adapte à cette nouvelle distribution internationale multipolaire du pouvoir. Comment voyez-vous la direction de la Grande-Bretagne? Je ne vois pas de grand plan stratégique, pour être honnête. Je pense que ce gouvernement est concentré sur l'économie. C'est sa mission principale. Ils ont ces 5 missions, et la première est la prospérité économique. Je pense qu'ils se concentrent beaucoup là-dessus, et se réinitialiser avec l'Europe en fait partie. Je ne pense pas qu'ils soient dans l'optique de rejoindre l'Europe à ce stade. Il y a tellement de questions internes au sein de l'Europe concernant sa direction, toujours plus centralisée,
qu'il y a en fait de grandes interrogations sur l'intégrité du projet européen à long terme, de toute façon. La façon dont cela évolue sous von der Leyen et Kaja Kallas, et des personnes comme ça. Je ne vois aucune preuve qu'il y ait une grande vision stratégique de la manière dont l'Europe s'intègre dans la région plus large de l'Eurasie. Personne ne semble avoir reconnu les résultats économiques mutuellement bénéfiques et les résultats en termes de paix et de sécurité que nous pourrions avoir d'une relation plus normalisée avec la Russie en termes d'énergie. Je veux dire, en revenant à l'équation de la communauté européenne du charbon et de l'acier, pourquoi n'avons-nous pas une communauté énergétique européenne qui inclut la Russie? Par exemple, il n'y a pas de réflexion plus large sur l'Europe et la Grande Eurasie, et comment le Royaume-Uni s'intègre dans cela. En termes de leadership intellectuel à ce sujet, je ne vois aucune preuve de cela, franchement. Pour l'instant, nous continuons sur la trajectoire autodestructrice de l'Europe, avec des politiques qui nuisent en réalité plus à l'Europe qu'à la Russie, et ne nous rapprochent pas du tout de l'endroit où nous avons la paix sur le continent européen et où la Russie ne se sent pas constamment menacée. Vous savez, c'est aussi quelque chose qui me laisse perplexe, les politiques envers la Russie, car c'était une partie clé du modèle économique pour l'Europe. C'est-à-dire que vous avez une énergie bon marché et fiable et un énorme marché d'exportation. Mais lorsqu'il y a même des discussions en Allemagne sur la restauration de Nord Stream, cela suscite une réaction négative, comme si c'était d'une certaine manière immoral. Mais à un moment donné, si vous n'avez pas, encore une fois, je pense qu'il est sage pour la Grande-Bretagne de se concentrer sur la prospérité économique, car une fois que l'économie s'effondre, vous n'avez plus grand-chose sur quoi vous appuyer. Je pense aussi que ce genre de... Une approche économiquement autodestructrice envers la Russie, où nous avons presque coupé tous les contacts économiques avec la Russie. Et là où nous avons des engagements, c'est à un tarif plus élevé et à un prix plus élevé qu'avant la guerre. Comme continuer à importer du GNL russe à un prix beaucoup plus élevé, parce que vous ne voulez pas de gaz russe par pipeline. Les décisions les plus ridicules comme celle-ci, personne ne peut regarder cela et voir l'absurdité évidente dans les politiques que nous continuons à pousser, même à ce jour. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi toute discussion sur Nord Stream est une sorte de sujet inflammatoire pour des raisons. Je veux dire, c'est juste du gaz. Vous savez, l'Europe a besoin de gaz bon marché. Elle se désindustrialise rapidement. Vous savez, pourquoi ne voudrions-nous pas d'une énergie moins chère? La Russie et les États-Unis ne sont pas confrontés aux mêmes défis de coûts énergétiques élevés auxquels nous sommes confrontés, pour des raisons très spécifiques. Donc, oui, cela me déconcerte que les gens ne puissent pas voir le bénéfice stratégique de l'interconnexion eurasienne. En fait, cela ne sert vraiment, de mon point de vue, qu'au bénéfice des Américains de toute façon, n'est-ce pas? Parce que, je veux dire, pour eux, ils sont assez contents que ce genre de situation persiste, et ils vont intervenir avec ce soudain grand accord de réinitialisation avec la Russie, et littéralement manger le gâteau que les Européens ont préparé pour eux. Bizarre. Eh bien, ce n'est pas très différent de l'Allemagne, où ils doivent acheter du gaz russe à l'Inde, et ils estiment que c'est plus vertueux. Donc les Russes sont toujours payés, mais les Allemands paient beaucoup plus, et leurs industries se désindustrialisent. Il n'y a pas beaucoup de bon sens derrière cela. De plus, je pense que beaucoup de ces instincts concernant la rupture avec la Russie appartiennent aux années 90, lorsque l'Europe était le seul autre marché. Mais encore une fois, depuis une décennie, les Russes ont de plus en plus orienté leur économie vers l'Est. Alors pourquoi cèdent-ils simplement une très belle part de marché à l'Asie, ce qui alimente d'autres centres de pouvoir?
Je pense que nous regardons toujours la Russie de haut, comme s'ils étaient encore ce genre de... I think we still look down on Russia as if they're still these kind of Soviet citizens, and I think there's Les citoyens soviétiques. Et je pense qu'il y a aussi une certaine condescendance dans cela, certainement du côté britannique. Ils sont perçus comme ces sortes de paysans soviétiques essentiellement hostiles, et que si vous vous rapprochez trop d'eux, ils nous laisseront tomber. Et vous savez, quand des événements se produisent en Ukraine, qui sont en fait provoqués autour de la question de l'OTAN, eh bien cela ne fait que renforcer notre point de vue de toute façon. Et personne ne prend du recul pour dire, eh bien, comment en sommes-nous arrivés à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Comment avons-nous réussi à ignorer les préoccupations légitimes exprimées par la Russie concernant leur sécurité pendant 17 ans? Vous savez, personne ne prend du recul pour se demander ce que nous avons fait de mal pour créer la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, qui est vraiment plus dangereuse depuis, vous savez, évidemment la crise des missiles de Cuba. since obviously the Cuban Missile Crisis. But the American envoy, Mais l'envoyé américain, Steve Witkoff, soutenait que beaucoup d'Européens semblent vouloir ressembler un peu à Winston Churchill ces jours-ci. Et oui, pour cette raison, cela ne fait aucun bien à l'Ukraine, car cela encourage Zelensky, par exemple, avec la coalition des volontaires de Starmer. C'est juste une indication pour Zelensky de continuer à se battre. Mais encore une fois, chaque jour qui passe, ils perdent plus d'hommes et de territoire. Alors, y a-t-il une opposition domestique suffisante ou appropriée à Starmer à ce sujet? Ou pensez-vous que c'était juste une mascarade politique depuis le premier jour? Ou avait-il des intentions authentiques et sincères d'entrer en Ukraine avec une force armée sans le soutien des Américains? Je pense donc que la force de réassurance, comme on l'appelle maintenant, est en réalité une sorte de tactique de positionnement. Je pense que c'est davantage une question d'offrir une assurance à l'Ukraine que, si quelque chose devait se produire après la conclusion d'un accord de paix, la force serait présente. Mais je ne pense pas que quiconque croit réellement que la force serait effectivement basée à Odessa ou possiblement en Ukraine, en raison de la position clairement exprimée de la Russie à ce sujet. Beaucoup de détails doivent être réglés. Mais la question stratégique plus large, je suppose, est que si nous obtenons, disons, un accord de paix pour l'Ukraine, ce qui me semble absolument probable, cet accord de paix, comme l'a dit Steve Witkoff, retire essentiellement l'OTAN de la table et dit que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Alors je pense que la probabilité que la Russie revienne et relance la guerre serait très faible. Vous savez, beaucoup de gens basent leur position sur une croyance non fondée sur des preuves ou une analyse réelle, selon laquelle, si nous retirons l'option de l'OTAN de la table, la Russie conquérira l'ensemble de l'Ukraine. Je pense que c'est l'un de ces récits de propagande qui reste ancré dans l'esprit des gens. Mais je ne pense pas vraiment que ce soit le cas. Le but de la force de réassurance est de dire que, eh bien, s'il y avait un accord de paix et que l'OTAN était retirée de la table, les armées européennes seraient prêtes à entrer en Ukraine pour soutenir l'Ukraine dans cette circonstance. Je ne crois tout simplement pas, personnellement, que cette circonstance se manifesterait si la Russie obtenait ce qu'elle demande depuis 17 ans, ayant été ignorée pendant tout ce temps. Que pensez-vous des grands projets européens de réarmement? Nous voyons encore une fois les Allemands apparemment prendre une partie de l'initiative avec ces plans de dépenser des centaines de milliards d'euros pour reconstruire l'armée allemande, quelque chose qui dans le passé aurait provoqué un frisson dans le dos mais qui est maintenant applaudi. Pensez-vous que cela soit encore une fois probable? Est-ce juste du théâtre politique? Je veux dire, ils poussent ces idées, mais à quel prix? Comment pouvez-vous, encore une fois, au lieu de fabriquer des voitures, simplement construire des chars?
Cela ne semble pas économiquement viable. This doesn't seem Yeah. economically viable. So, I mean, actually, what people don't realize is that Donc, Germany already has en fait, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que l'Allemagne a déjà la plus grande armée d'Europe, dans l'Union européenne, c'est-à-dire, et en fait une armée qui est plus grande que l'armée britannique également. Mais en réalité, chaque armée européenne est plus petite que les forces armées russes. Il est probablement juste pour eux de réfléchir au complexe militaro-industriel de l'Europe. Il est probablement logique de considérer une plus grande collaboration industrielle sur la production militaire et l'armement et ce genre de choses, car le système est clairement défaillant. Malgré le fait que les nations européennes dépensent 4 fois et demi plus en termes nominaux que la Russie pour la défense chaque année, elles ne peuvent pas déployer autant de troupes ou produire autant de munitions. They can't deploy that many troops or produce that much ammunition. So something's wrong somewhere. It does need to be. Donc quelque chose ne va pas quelque part. Il faut y regarder de plus près. Mais je veux dire, je pense qu'à plus long terme, cette idée d'une sorte d'armée européenne unifiée, je ne pense vraiment pas. Je ne vois aucune circonstance dans laquelle cela pourrait jamais se produire. Parce que tout ce que cela fera, c'est simplement ajouter à la centralisation croissante des institutions européennes, où leur compétence s'étend encore plus dans la souveraineté internationale. Et je pense que les pays résisteront à cela et se rebelleront contre cela. Vous savez, nous voyons déjà cela en termes de ce qui se passe en Europe centrale récemment, avec la Hongrie et ce genre de choses. Vous savez, Politico parle d'obliger les Hongrois et les Slovaques à se conformer par le biais de mesures juridiques punitives ésotériques. Je veux dire, le projet européen a été couronné de succès jusqu'à présent parce qu'il a limité la quantité de souveraineté que les pays individuels devaient céder. Maintenant, ils ont abandonné la souveraineté en matière de politique commerciale. Ils ont renoncé à une certaine souveraineté en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Mais plus cela va loin en termes de politique de défense, je ne pense pas que les nations européennes le supporteront. Je ne pense pas qu'elles pourront supporter le coût politique intérieur. Pouvez-vous imaginer l'Allemagne accepter que son armée soit dirigée par un Estonien en colère à Bruxelles? Je veux dire, je ne vois aucune circonstance dans laquelle une nation européenne puissante accepterait cela, ou même des nations moins puissantes, comme les pays d'Europe centrale. Viktor Orban, je pense qu'il est hongrois, pas lituanien, est actuellement le commissaire à la défense. Le laisser diriger l'armée hongroise, je veux dire, je ne vois aucune circonstance dans les 2 prochaines décennies où les nations pourront faire ce pas énorme en termes de céder une grande partie de leur souveraineté à des institutions européennes qui ne sont pas démocratiquement responsables. Je ne vois tout simplement pas cela se produire. Oui, il y a d'autres contradictions et problèmes avec ce discours musclé, car maintenant Kaja Kallas a clairement indiqué qu'en tant que chef de la politique étrangère de l'UMO, elle ne croit pas en la diplomatie avec les Russes, et elle aimerait voir la Russie vaincue et divisée en pays plus petits. Et ensuite, s'attaquer à la Chine. Oui, s'attaquer à la Chine ensuite. Je veux dire, si vous êtes un pays souverain européen, vous seriez probablement un peu prudent avant de lui confier vos forces armées. Mais je pense que vous avez raison. Je pense que c'était la force de l'Union EBOR. C'est-à-dire que la force par rapport à la faiblesse doit être vue en termes de souveraineté qu'elle prend ou donne. Car grâce au pouvoir de négociation collective, le member pouvait toujours offrir de meilleurs accords à ses États membres, ce qui renforçait ensuite l'État. Et cela devrait alors être supérieur à la souveraineté que l'U-Member prive en quelque sorte l'État-nation. Cependant, ce que nous voyons maintenant en temps de crise, c'est que l'U-Member semble de moins en moins capable de fournir des biens tangibles en termes économiques
et même de sécurité d'ailleurs. Et en même temps, elle exige encore plus de souveraineté, en mutualisant la souveraineté. Donc il va être difficile de voir comment cela est vendu. Dans les années 90 et 2000, elle offrait au moins quelque chose. Je veux dire, le projet européen est fondamentalement basé sur la collaboration économique, sociale et culturelle, plus que sur toute autre chose. Et en fait, les institutions européennes ont perdu de vue cela. Elles concentrent beaucoup trop d'attention sur le secteur de la défense au détriment de l'économique, du social et du culturel, d'une manière qui nuit en réalité à l'économique, ce qui entraîne en fait une dissidence politique dans les pays à travers l'Europe, en particulier en Allemagne, mais aussi en Europe centrale, évidemment en France, et bien sûr même au Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Union européenne. Elles ont perdu leur religion en ce qui concerne ce qui les a rendues grandes. Et la nature fondamentalement intergouvernementale de l'Europe, où les États travaillaient avec d'autres États dans une tente collective, avec quelques collègues très peu interventionnistes, non démocratiquement responsables, mais néanmoins toujours des institutions peu interventionnistes au-dessus de celles-ci, se désagrège alors qu'elles commencent à devenir trop lourdes. Et aucun nouveau contrôle démocratique n'est mis en place au-dessus de ces institutions. Personne n'a élu Kaja Kallas, ou vous savez, ce type lituanien. Il est à la défense, désolé, j'ai oublié son nom sur le moment. Mais vous savez, personne n'a élu ces personnes. Et elles ont toujours un pouvoir incroyable pour antagoniser nos voisins, au point de nous entraîner dans des conflits assez chauds et des politiques économiques autodestructrices également. C'est un défi énorme pour le projet européen à long terme. Cette érosion progressive de la souveraineté nationale est la nature fondamentalement intergouvernementale du projet. Eh bien, en revenant à la Grande-Bretagne, quand je parcours les médias, il semble y avoir encore une fois, appelons cela de l'optimisme, quant au fait que l'économie russe est au bord de l'effondrement. Comment interprétez-vous cela? Est-ce le résultat d'une analyse sérieuse ou est-ce pour maintenir l'enthousiasme de la guerre à ce moment critique? Comment interprétez-vous cela? Tout cela fait partie de l'état de propagande. Je veux dire, je ne dis pas que la Russie n'a pas sa propre propagande d'État. Elle en a très évidemment. Mais je veux dire, au Royaume-Uni, vous ne pouvez lire que de la propagande d'État dans les médias grand public. Et c'est, vous savez, l'économie de la Russie est sur le point de s'effondrer. Même Owen Matthews, normalement assez équilibré, auteur et journaliste, a écrit cet article ridicule sur, vous savez, l'économie russe étant au bord de l'effondrement, et Poutine le sait. Je veux dire, les gens produisent simplement ces choses. Vous savez, les gens parlent du processus de paix de Minsk, comme si, vous savez, la Russie avait renié cela. Je veux dire, il y a tellement de lignes de propagande dans les médias britanniques de nos jours. C'est, vous savez, c'est impossible de voir la vérité à travers le genre de propagande que nous recevons chaque jour. Et les gens y adhèrent parce que les gens ordinaires sont concentrés sur leur vie quotidienne. Le fait que l'économie est en difficulté, ils s'inquiètent pour leurs enfants, et ce genre de choses. La plupart des gens n'ont pas le temps d'explorer des analyses plus vérifiables sur ce qui se passe réellement, sur l'état réel des choses en Russie. Et elle fait face à des vents contraires économiquement, sans aucun doute, en raison de ce stimulus fiscal massif causé par l'effort de l'économie de guerre. Mais elle se porte bien mieux que le continent européen économiquement, car fondamentalement, elle n'est pas entravée par les mêmes prix énergétiques massifs qui entravent l'industrie européenne. Et elle se tourne avec succès, vous savez, vers l'Asie, à un moment où les Européens adoptent l'approche trumpienne pour intensifier les tensions commerciales avec la Chine et d'autres endroits. Donc, vous savez, l'économie russe,
se porte assez bien, il me semble. Je veux dire, elle pourrait aller mieux. Sa structure serait probablement différente, sans aucun doute, s'il n'y avait pas eu de guerre. Mais quand vous regardez leurs fondamentaux, les niveaux de dette très bas, par exemple, la situation budgétaire assez équilibrée, et ainsi de suite, les chiffres de croissance, tout semble assez bon. Ils ont des défis en matière de main-d'œuvre, une pénurie de main-d'œuvre, qui fait partie d'un problème séculaire auquel ils font face à long terme, de toute façon, en termes de déclin démographique, ce qui est évidemment aggravé par le fait de la guerre. Mais certains des fondamentaux restent encore assez solides, avec des réserves toujours très importantes, malgré les 300 milliards qui restent gelés en Europe. Je veux dire, comparez cela à l'Ukraine, qui a une dette massive enracinée. Elle n'a pas de réserve. Elle fonctionne avec un déficit structurel du compte courant. Elle a des défis de main-d'œuvre encore plus aigus, et ainsi de suite. Et elle dépend entièrement de l'argent des mécènes occidentaux, qui se concentrent de plus en plus sur leur propre crise domestique, et qui pourraient ne pas vouloir continuer à soutenir l'Ukraine, tout en ne voyant pas encore de lien entre cela et le fait qu'ils veulent que la guerre continue. C'est donc une situation folle. Eh bien, certains des problèmes démographiques semblent être un peu atténués en Russie. Cependant, avec des millions de réfugiés ukrainiens là-bas. Contrairement à l'Europe, ils parlent effectivement la langue, mais aussi avec les territoires nouvellement annexés. Cependant, vous savez, la Grande-Bretagne ne manque pas de personnes bien éduquées et informées. Où est la dissidence cependant? Où sont les faits historiques et les preuves gênantes qui n'arrivent pas vraiment à l'avant des médias? Je ne sais pas. Je veux dire, vous savez des voix comme celle de Richard Sackworth, Tony Brenton et autres. Vous savez, Robert Skidelsky à la Chambre des Lords. Vous savez, les gens ont trop peur de se démarquer. Vous avez encore quelques journalistes, des gens comme Mary Dejevsky, Wolfgang Munchow et des gens comme ça. Mais même là, ils sont assez prudents. Vous savez, ils parviennent à faire passer certaines choses. Et certaines personnes ont simplement cédé. Comme John Simpson, vous savez, le vétéran de la BBC. Je veux dire, juste après le début de la guerre, il a écrit un article proposant essentiellement la finlandisation de l'Ukraine, disant que, même s'ils avaient perdu du territoire, ils avaient en fait incroyablement bien défendu leur souveraineté et leur État. Vous voyez tout ce qu'il écrit maintenant, et il est très aligné sur le message de la BBC. Steve Rosenberg à Moscou, vous savez, même chose. Donc oui, je veux dire, c'est difficile. Les gens ont peur d'aller à l'encontre du récit de propagande au Royaume-Uni. C'est vraiment très inquiétant, en effet. Eh bien, comme je l'ai dit auparavant, je pense que c'est un problème plus large à travers le continent maintenant. Nous le voyons aussi dans ce pays. C'est-à-dire que des personnes qui étaient modérées ont été un peu reculées par certains coups sociaux pour ne pas s'aligner avec le récit. Oui. Comment la Grande-Bretagne gère-t-elle la question de l'Europe qui n'est pas présente lors de ces négociations entre les Américains et les Russes? Évidemment, c'est un peu étrange que l'Ukraine ne soit pas là, mais en ce qui concerne d'autres pays européens, ils ne sont pas aussi proches des États-Unis que la Grande-Bretagne l'a traditionnellement été. Est-ce un grand problème en Grande-Bretagne? Que dans les cercles diplomatiques, je ne suis pas sûr qu'il soit correct de dire qu'elle a été complètement exclue des discussions, ou si elle a encore des canaux suffisamment proches avec les Américains pour faire entendre sa voix. Oui, je veux dire, je pense qu'il y a encore un dialogue actif avec les Américains. Je pense que nous avons maintenant accepté que nous sommes vraiment dans un rôle subordonné. Mais je pense que nous avons toujours été dans un rôle subordonné, de toute façon, sous l'administration Biden. Vous savez, la seule différence maintenant est qu'en fait,
cela nous oblige à changer massivement notre position à un moment où encore beaucoup de voix internes à l'État ne veulent probablement pas que nous changions. Donc je pense que ce que Starmer a fait, ce qui est probablement à son crédit, c'est qu'il fournit ce leadership politique qui, vous savez, nous devons finalement faire ce mouvement. Sinon, nous risquons de sombrer dans l'irrélevance avec le changement de Trump. Vous savez, nous ne pouvons pas modifier les opinions de Trump sur la façon dont il veut mettre fin à la guerre en Ukraine. Nous devons soit nous rallier à lui, soit être un obstacle, ce qui n'aura que de mauvaises conséquences pour nous en termes de situation économique et commerciale. Donc, je pense qu'il fournit ce leadership politique utile, et il introduit cette idée d'être un pont vers l'Europe, juste comme une tactique pour montrer que nous rassemblons, de manière concertée, les idées européennes pour essentiellement se rallier à ce que Trump essaie de faire. Ne pas être dans les discussions est probablement un peu vexant, mais je pense que nous jouons un rôle précieux en rassemblant le groupe européen. Je pense qu'il est facile d'exagérer notre influence sur l'Europe, franchement, dans ce processus. Mais je pense que c'est ainsi qu'il essaie de le positionner en termes de son engagement avec Trump, etc. Je pense que là où nous pouvons jouer un rôle plus important, c'est en influençant Zelensky dans sa réflexion à ce sujet. Mais encore une fois, je pense que toute l'énergie se concentre du côté américain, pas du nôtre. Nous avons passé tellement de temps à valoriser Zelensky et à lui dire qu'il est la meilleure chose depuis l'invention du pain tranché, qu'il est en fait difficile pour nous maintenant de lui dire que nous avions tort depuis le début. Nous n'aurions pas dû lui promettre un soutien aussi longtemps que nécessaire, parce qu'en fait, nous avons réalisé que cela a pris trop de temps. Oui. Donc je pense que la plus grande influence sur Zelensky viendra aussi de Trump. Et nous devons simplement accepter notre rôle diminué dans ce processus. Non. Eh bien, je pense que c'est un bon point. Et c'est assez juste de dire qu'il n'est pas facile de faire ce pivot, parce que nos dirigeants politiques aussi, le consensus dans les médias, avec presque zéro dissidence, a été pendant 3 ans que oui, la diplomatie est mauvaise. C'est de l'apaisement. Nous devons soutenir l'Ukraine, ce qui signifie combattre, même lorsqu'il n'y a aucune chance de gagner. Et oui, soutenir l'Ukraine jusqu'à la fin, même quand nous manquons d'Ukrainiens, d'armes et maintenant d'argent. Il est très difficile de soudainement changer et de dire, eh bien, peut-être que nous aurions dû avoir un peu de diplomatie. Peut-être devrions-nous trouver un règlement politique alors que nous savons que les accords que nous aurions pu obtenir il y a 3 ans. Nous les en avons dissuadés. Cela aurait été tellement mieux. Exactement. Je veux dire, je pense qu'il y a un défi plus fondamental pour le Royaume-Uni, que quoi que nous fassions, nous sommes toujours comme un passager dans un bus américain. Vous savez, je le compare au Grand Old Duke of York. Je ne sais pas si vous connaissez le célèbre poème anglais sur la montée et la descente de la colline, sans vraiment savoir où ils étaient. Malheureusement, c'est là où nous en sommes actuellement. Nous avons suivi Biden sans réserve dans cette guerre inutile en Ukraine. Et maintenant, nous suivons Trump pour en sortir. Et je suis heureux que nous le suivions pour en sortir, parce que la guerre, comme vous l'avez dit, aurait dû se terminer en mars 2022, après les pourparlers d'Istanbul. Mais nous avons persuadé Zelensky de ne pas accepter cet accord. Mais le fait est que, quoi que fassent les Américains, nous ne sommes qu'un passager dans ce bus, que cela nous plaise ou non. Et cela soulève de grandes questions pour nous, sur le fait de savoir si nous devrions être plus investis dans la relation de défense et de sécurité européenne, y compris avec la Russie à plus long terme, et rompre cette relation hypnotique que nous avons avec les Américains, où nous finissons par suivre tout ce qu'ils font, souvent à notre désavantage. Non seulement un désavantage économique, mais aussi en termes de notre
crédibilité sur la scène mondiale. economic disadvantage, but in terms of our credibility on the global stage. My final question, though, is just about Boris Johnson. Ma dernière question concerne Boris Johnson. Je me demande dans quelle mesure il est tenu responsable en Grande-Bretagne. Parce que vous avez mentionné la paix qui n'a pas été prise. Bien sûr, il a joué un rôle très central dans cela. C'est à ce moment-là que les États-Unis et le Royaume-Uni ont principalement convaincu Zelensky de choisir la guerre au lieu de l'accord de paix d'Istanbul. C'est lui qui est allé à Kiev. C'est lui qui a convaincu Zelensky. Mais pas seulement cela. Très récemment, il a également donné une interview où il a dit « Eh bien, nous pourrions être en mesure d'obtenir une paix. » Mais Zelensky, vous savez, ce n'est pas facile pour lui. Il a été élu en tant que pacifiste, mais les nationalistes ne l'ont jamais laissé faire la paix. On m'a dit que j'étais un propagandiste russe pour avoir dit que les nationalistes avaient saboté le mandat de paix de Zelensky en 2019 lorsqu'il l'avait promis en le menaçant effectivement. Mais maintenant, soudainement, Boris Johnson dit que, eh bien, oui, bien sûr, les nationalistes ne l'auraient pas laissé négocier la paix en 2019. Et attendre 3 ans pour dire cela à propos d'un nationaliste, ou en fait, c'est même plus maintenant, 6 ans, ou aller au sabotage d'Istanbul. Y a-t-il une discussion en Grande-Bretagne sur le rôle qu'il a joué, ou est-ce que ce n'est pas vraiment un sujet? Non. Nous sommes encore tellement plongés dans la propagande que nous n'avons pas encore vraiment examiné cela. Je veux dire, la plupart des gens n'ont aucune idée de l'accord de Minsk et de ce que les déclarations de Johnson sur les nationalistes à la fin de 2019 signifiaient pour le respect par l'Ukraine de ses obligations en vertu de l'accord de Minsk. C'est un niveau de détail qui dépasse de loin tout ce dont 99% de la population au Royaume-Uni serait vaguement consciente. Et parce que cela pivote encore, vous savez, le gouvernement de Starmer dit encore beaucoup de choses négatives sur la Russie, tout en pivotant discrètement, vous savez, derrière les États-Unis. Il ne fait vraiment rien pour contrer ce que fait Boris Johnson. Et lui-même, vous savez, espère un retour à la Trump. Ayant perdu de sa grâce, je veux dire, je pense que Johnson espère un retour à la Trump, vous savez, pour être Premier ministre à l'avenir. Il y a donc eu très peu de contrôle à ce sujet. Franchement, ce qui est dommage, car c'est totalement éhonté. Vous savez, l'un des grands récits de propagande a été que la Russie a renié l'accord de Minsk II. Et cela n'a jamais été vrai. Mais en fait, tout ce que la déclaration de Johnson fait, c'est confirmer que ce n'était pas vrai. Mais encore une fois, c'est un niveau de détail qui se perd un peu dans les gros titres. Zelensky n'avait pas de marge de manœuvre à cause des nationalistes. Les gens ne voient pas le lien avec l'accord de Minsk II. Ce que ça signifiait pour la politique de sanctions contre la Russie, ce que cela signifiait lorsque Dmytro Kuleba a dit qu'il n'y aurait pas de désescalade dans le Donbass, juste quelques semaines avant le début de la guerre. Vous savez, les gens ne voient tout simplement pas ce contexte plus large. Et donc, comme toujours, Johnson s'en sort complètement avec cet accord, tout en essayant de préparer son propre retour politique à long terme. C'est assez choquant, mais bienvenue dans la politique britannique. Désolé, cela devait être ma dernière question, mais juste pour un rapide suivi, quelle est alors la logique principale d'accuser la Russie de ne pas avoir respecté l'accord de Minsk? Parce que l'accord de Minsk était entre le Donbass et Kiev. Encore une fois, la Russie n'apparaît pas réellement dans l'accord. Donc, quel est l'argument selon lequel ce sont les Russes qui n'ont pas respecté? Car il y a des articles très clairs sur ce qui doit être fait et quand. Quel est l'argument principal selon lequel c'était d'une manière ou d'une autre la faute de la Russie? Eh bien, les sanctions étaient liées. Les sanctions européennes étaient liées
à la mise en œuvre complète de l'accord de Minsk. Nous devions donc maintenir la position selon laquelle la Russie ne mettait pas en œuvre l'accord de Minsk parce que les sanctions contre la Russie étaient conditionnées au respect par la Russie de ses obligations en vertu de l'accord de Minsk. Cela empêchait toute possibilité de reconnaître le fait que l'accord de Minsk échouait, parce que l'Ukraine ne respectait pas sa part du marché en termes de promotion d'un dialogue national et de discussion sur la décentralisation pour les oblasts de Donetsk et de Luhansk, avec des élections et ce genre de choses. Absolument aucun progrès n'a été fait à ce sujet. Mais nous ne pouvions pas en discuter, car nous devions maintenir le récit selon lequel l'accord de Minsk échouait à cause de la Russie, et que par conséquent, les sanctions contre la Russie devaient continuer. Tout est donc lié au programme de sanctions contre la Russie. Si vous dites que Minsk échoue à cause de l'Ukraine, alors il n'y a plus de justification pour avoir des sanctions contre la Russie. C'est pourquoi personne ne dirait cela. C'est pourquoi la Russie continue d'être le pays le plus sanctionné de la planète. Je pense que nous nous sommes vraiment mis dans une impasse avec notre engagement envers ces récits insensés. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà pris trop de votre temps. Alors encore une fois, merci beaucoup Yann. De rien Glenn. Ravi de vous revoir. De même, tous mes vœux.